Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire dédié à la cybersécurité. L'objectif aujourd'hui est de sensibiliser chacun d'entre nous contre les risques liés à la cybersécurité et de fournir de bonnes pratiques essentielles pour mieux protéger vos entreprises. Imaginez un coffre-fort. Imaginez votre entreprise sous cet angle et dites-vous que vous y mettez tout ce qui est précieux, vos données essentielles, votre argent, en tout cas, tout ce qui vous tient à cœur. Et sans savoir, vous ne refermez pas la porte ou soit tout simplement vous laissez la clé bien visible pour qu'une autre personne tierce puisse y accéder. C'est ainsi que se présentent les failles sur le volet de la cybersécurité. C'est donc l'affaire de tous. Ça ne concerne pas uniquement les équipes IT, les DSI, les RSSI, comme on dit souvent. Chaque collaborateur, quel que soit son service ou son niveau hiérarchique, joue un rôle clé dans la protection des données et des infrastructures de son entreprise. Nous avons le plaisir d'animer cette session avec notre partenaire de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, j'y arrive, BCLCC, qui partagera donc avec nous son expertise en matière de lutte contre la cybercriminalité et son retour d'expérience sur les attaques les plus courantes. Permettez-moi de me présenter comme celle qui va vous guider pendant toute la session d'aujourd'hui. Je suis Lucie Ayaba-Bado, responsable des ventes à Sanfis Faso. Je vais prier notre partenaire du jour, Monsieur Aimé, pour sa présentation. Monsieur Aimé, vous pouvez ouvrir la caméra? Oui, c'est déjà fait. D'accord. Si vous pouvez vous présenter brièvement avant que je ne passe au chronogramme de la session. OK, alors, bonjour, Madame Lucie Bado, bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre présence à cette sensibilisation sur le risque de cybersécurité en entreprise. Je me nomme Gesrima Ouedraogo. Retenez tout simplement que je suis communicateur chargé de communication de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité et c'est un plaisir, c'est un réel plaisir pour moi de partager l'expérience de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité avec vous. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour partager ces moments avec nos clients et partenaires. Je vais à présent dérouler rapidement le chronogramme pour permettre à ceux qui sont avec nous de suivre. Donc, nous allons très rapidement passer à la présentation de Sanfis Faso, puis à celle de la BCLCC. Vous allez ensuite prendre la parole pour nous décrire un peu pourquoi tout le monde est concerné par ces cybermenaces. Nous ferons une rapide pause pour échanger avec quelques participants sur les questions qu'ils auront apportées à la partie qui a déjà été présentée et nous passerons ensuite aux bonnes pratiques pour se protéger. Sur ce, je vais passer à la présentation de Sanfis Faso. Sanfis Faso est votre partenaire et choisi par sa présence dans à peu près 8 pays de la sous-région et une variété de clients, à peu près 438, de vous accompagner sur l'ensemble de vos projets. On capitalise à date plus de 800 projets avec un fort potentiel de ressources humaines de 113 collaborateurs. Notre vision est de devenir un acteur majeur dans le secteur de l'électronique, de la défense, de l'aéronautique civile, l'identité numérique et la cybersécurité, tout en restant un accélérateur de la performance des entreprises en alliant technologie et innovation. Il est très important de comprendre comment nous opérons parce que notre stratégie est de passer à travers la compréhension de l'ensemble des besoins de nos clients, d'identifier les solutions idoines et de les accompagner à l'implémentation de ces solutions dans leur environnement. Permettez-nous de vous partager nos principes et valeurs qui sont l'esprit d'équipe, la prise de risque, la protection de l'environnement, l'obsession de la performance,
et de la créativité et de l'innovation, mais aussi le respect des collaborateurs et l'engagement fort envers nos clients. Pour avancer, nous avons choisi de toutefois mettre à votre disposition nos forces. C'est capitaliser sur 30 années d'expérience, un capital humain dont je parlais qui est très fort, une forte capacité à intégrer les nouvelles technologies de manière très efficace, une maîtrise de l'écosystème de l'économie numérique ouest-africain et centrale, un large réseau de partenaires sur lesquels nous nous reposons pour répondre à toutes vos problématiques d'innovation en termes de solutions numériques mondiales, une offre de services avec un portfolio tellement varié que normalement nous devons être en mesure de vous permettre de vous propulser vers l'avant avec un service avant-vente toujours disponible pour vous accompagner. Le portfolio de Sancfis se décline en 5 secteurs: les télécoms, l'infrastructure et l'intégration de systèmes, la radiocommunication, l'identité et la biométrie, mais aussi la cybersécurité, qui est au cœur de notre échange de ce jour. Pour la partie télécommunication, nous allons vous accompagner sur des connexions de type Internet ou data pour la transmission de vos données, des services managés en SD-WAN et aussi la gestion externalisée de vos infrastructures télécom, les solutions de communication unifiées, mais aussi toutes solutions de type téléphonie IP et visioconférence. En infrastructure et intégration de systèmes, nos collaborateurs vous accompagneront pour la mise en place de vos solutions de sauvegarde de données et réplication, la fourniture et l'installation d'équipements réseau, la mise en place de data centers aux normes, mais aussi des solutions de contrôle d'accès et vidéosurveillance et vous appuyer pour tout ce qui est gestion de la maintenance assistée par ordinateur par des solutions spécifiques chez MAO. L'intégration de systèmes déclinera des portfolios du type développement et intégration d'applications métiers, configuration et intégration de solutions IT. Nous y comptons également nos solutions de géolocalisation et la fourniture et l'installation de logiciels spécifiques que nous ne citerons pas forcément dans les détails. C'est des logiciels bureautiques ou des logiciels métiers. Pour le portfolio concernant la radiocommunication, nous y fournissons des radios de type tactique HF, UHF ou VHF, mais aussi nous apportons aujourd'hui une couche supplémentaire qui est la solution POC, qui permettra à des solutions de pouvoir être utilisées comme des talkie-walkie professionnels sur la base de réseaux Wi-Fi ou opérateurs conventionnels GSM. Identité et biométrie se déclinera sous 2 axes: enrôlement biométrique, production de cartes biométriques, tout en alliant à l'ensemble des solutions d'authentification fortes requises. Enfin, la cybersécurité, qui, pour nous, est un axe assez majeur. On y déclinera la protection de vos réseaux, donc pour tout ce qu'il y aura à faire comme audit et diagnostic de sécurité préalable, nous pourrons vous accompagner. Nos SOC sont disponibles également pour vous appuyer en implémentation on-premise comme délégué à notre niveau pour la surveillance et la gestion de vos menaces. Et l'axe majeur que nous déclinons aujourd'hui, c'est la formation et la sensibilisation. Il est impératif que toute population ou tout utilisateur de l'écosystème puisse être à même d'avoir une idée de ce qu'il y a comme enjeu, comme menace, pour pouvoir apporter je dirais sa pierre à l'ensemble de la fondation. Donc, nous avons le plaisir, comme je l'annonçais, d'avoir le BCLCC comme partenaire aujourd'hui pour cette journée de sensibilisation. La BCLCC, s'il vous plaît. Pardon, je corrige, la BCLCC, c'est la Brigade centrale de lutte contre la contre la cybercriminalité. Je cybercriminalité. corrige. D'accord. Donc, on va quand même rappeler quelques concepts, définitions. Donc, la cybersécurité en elle-même va regrouper en fait l'ensemble des mesures visant à protéger vos écosystèmes informatiques, réseaux et les données contre les attaques et les intrusions malveillantes. On garantit par ce fait 3 positions que sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Tout ça pour éviter de faire face ou de subir des attaques de type phishing, ransomware, attaque DDoS, dont nous lèverons à peu près le voile sur les définitions un peu plus tard.
Pour la partie confidentialité, notez principalement qu'il s'agira ici de permettre uniquement aux personnes autorisées d'accéder aux données quand il est nécessaire. La partie intégrité doit permettre que les données stockées ne soient pas altérées ou modifiées par des personnes non autorisées. Enfin, la disponibilité, c'est que vos systèmes et données soient établis de manière à rester accessibles aux utilisateurs légitimes. Une cyberattaque, elle va se définir comme une tentative de piratage visant à voler, modifier ou détruire les données d'un système informatique. Elle peut causer des pertes financières, des fuites de données, mais dans l'ensemble, elle perturbe l'activité de l'entreprise. Pour parler de cybermenaces, dans les termes de définition, il s'agira ici d'un danger potentiel visant un système informatique, les réseaux et les données. Ici, on est dans une action préventive, donc elle est censée ici être identifiée pour avoir les solutions nécessaires à y contrecarrer avant qu'elle ne réagisse. Nous nous sommes permis d'avoir quelques données de l'ANSSI. Sur le secteur du gouvernement, les vecteurs à risque ont été identifiés. Il s'agissait principalement des systèmes compromis, des mesures de sécurité non conformes et des comportements utilisateurs. Dans le cadre du webinaire que nous tenons ce jour, nous allons nous porter principalement sur ce qui est comportement utilisateur. Entre 2023 et 2024, dans le secteur rien que du gouvernement, on a une hausse sensible de 2%, ce qui est peut-être faible, mais l'impact financier, lui, n'est peut-être pas dans le même sens. Pour la sécurité des systèmes au plan national, ici, les secteurs adressés sont les télécommunications, le gouvernement et la technologie principalement. On est sur une hausse de 3%. Vous verrez dans le tableau du bas, la quatrième colonne après celle des infractions, il est marqué comportement utilisateur. Vous remarquez une légère hausse, mais au niveau du taux, ça semble inférieur. C'est lié au nombre d'attaques qui a été un peu plus importante. Au vu de ça, notez également que pour des raisons de crédibilité et de réputation, certaines entreprises ne communiquent absolument pas sur les attaques qu'elles subissent. Donc, ce qui fait que ces données qu'on a sont des données très partielles à prendre avec des gains qui pourraient être beaucoup plus importantes si les entreprises repartaient vers les instituts habilités, à savoir l'ANSSI, pour signaler les incidents cyber-attaques qu'ils auraient reçus. Ce qui nous pousse aujourd'hui à vraiment avoir un regard très important sur ce volet de sensibilisation et à échanger avec vous pour que vous puissiez être, en plus des IT qui mènent déjà un certain nombre d'actions en interne, des protecteurs de l'ensemble des données de vos entreprises. Je vais inviter à présent M. Aimé Ouedraogo de la BCLCC à bien vouloir nous dérouler sa présentation pour nous annoncer en fait à peu près comment ces cybermenaces concernent tout un chacun d'entre nous. Ok, merci à Madame Lucie Bado de me donner la parole. Alors, je rappelle que je suis Guesrima Aimé Ouedraogo, responsable de communication de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Alors, on va aller directement sur la présentation de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a été créée le 14 février 2020 suite à plusieurs recommandations. On a des recommandations au plan national, on a des recommandations au plan sous-régional, mais c'est au regard de la recrudescence des infractions en matière informatique et celles facilitées par les technologies de l'information et de la communication que l'État burkinabé a jugé opportun de créer la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, en abrégé BCLCC. Et la BCLCC emploie un personnel mixte. Au sein de la BCLCC, vous aviez un personnel policier et un personnel gendarme.
Elle est organisée autour de 3 grandes divisions. On a la première division qui est la division des enquêtes, qui est chargée de mener les investigations, les enquêtes, rechercher les auteurs des infractions en matière informatique et celles facilitées par les technologies de l'information et de la communication, de les interpeller, les auditionner et de les traduire devant les juridictions afin qu'ils répondent de leurs actes. La deuxième grande division, c'est le laboratoire de criminalistique numérique et de veille technologique qui est chargé en tout cas d'extraire les contenus dans les téléphones portables, dans les ordinateurs pour épauler la première division dans le cadre des enquêtes. Et cette division, ce laboratoire accompagne également les services de police intervenant dans la police judiciaire en ce qui concerne les extractions des données dans les téléphones portables, dans les ordinateurs portables, afin de les aider à mener à bien leurs enquêtes. On a la division des statistiques de la communication et de la collaboration policière qui est chargée d'établir les statistiques en lien avec la cybercriminalité, combien de personnes ont porté plainte au niveau de la BCLCC, quelles sont les infractions les plus courantes et quel est le préjudice, en tout cas, subi par ces victimes-là. Et cette division est chargée également de communiquer sur les nouvelles menaces liées au phénomène de la cybercriminalité, d'outiller les populations sur les bonnes pratiques dans l'usage des technologies de l'information et de la communication, également d'assurer la collaboration policière, c'est-à-dire que la relation publique. Et je vais vous présenter les statistiques de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Alors, je disais tantôt que la brigade a été créée le 14 février 2020. On a véritablement commencé à travailler au mois de mai. De mai 2020 à décembre 2020, on a enregistré 556 plaintes, c'est-à-dire que ce sont des plaintes enregistrées uniquement au niveau de la BCLCC. Voilà. Il y a des victimes qui n'ont pas porté plainte. Il y a des victimes qui ont porté plainte au niveau des commissariats de sécurité publique, au niveau des brigades de gendarmerie. Ces plaintes-là n'ont pas été prises en compte dans ces statistiques-là. On a déféré 32 personnes, c'est-à-dire qu'on a interpellé après audition, on a estimé que on peut traduire en tout cas ces intéressés devant le procureur du FASO. C'est ça le déferment. C'est-à-dire que c'est de les présenter devant le procureur du FASO. Et le préjudice financier s'élevait à 1,109 milliard de francs CFA en 2020. En 2021, on a enregistré 2056 plaintes, on a déféré 38 personnes. Le préjudice est l'ordre d'1 milliard de francs CFA. 2022, on a enregistré 3028 plaintes, on a déféré 33 personnes. Le préjudice est toujours l'ordre d'1 milliard de francs CFA. 2023, on a enregistré 3678 plaintes. On a déféré 55 personnes. Le préjudice est toujours l'ordre d'1 milliard de francs CFA. En 2024, on a enregistré 4114 plaintes. On a déféré 33 personnes et 63 personnes, autant pour moi. Et le préjudice est toujours l'ordre d'1 milliard de francs CFA. Voici un peu les statistiques enregistrées au niveau de la BCLCC. Alors, et quand on prend les plaintes, on retrouve tout ce qui est escroquerie via les technologies de l'information, de la communication, diffamation, injures publiques. On a également tout ce qui est, on va dire, souvent des cas de cyberattaque. Donc, c'est pour dire que on enregistre également des cas de cyberescroquerie et des cas de cyberattaque, tout simplement. Alors, revenons maintenant à notre thème. Alors, Madame Lucie Bado a donné une définition du concept de la cybersécurité. Je dirais tout simplement que la cybersécurité est l'ensemble des pratiques ou tout simplement des technologies ou des processus mis en place pour protéger les systèmes informatiques, les réseaux, les programmes, les données contre les accès non autorisés, les attaques, les dommages ou tout simplement les intrusions. Et alors, donc, on va parler maintenant
menaces les plus courantes. Alors, la première menace, on va parler du phishing. Alors, le phishing est une technique d'ingénierie sociale où les cybercriminels envoient des emails ou des messages trompeurs, souvent en imitant des sources légitimes pour inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles telles que les mots de passe, les coordonnées bancaires et autres. Alors, ces cyberattaques-là ou ces attaques-là se présentent souvent sous la forme d'emails urgents demandant une action immédiate, comme cliquer sur un lien ou télécharger une pièce jointe. Le lien maintenant vous redirige vers un faux site web qui enrichit les informations saisies par l'utilisateur. Excusez-moi. Alors, la deuxième menace, on va parler des malwares. Alors, les malwares sont des logiciels malveillants conçus pour endommager, voler ou perturber les systèmes informatiques. Elles incluent des virus, les chevaux de Troie, les vers, les logiciels espions, les adwares, etc., etc. Alors, donc, il y a plusieurs types de malware, hein. On a d'abord les virus, qui sont des programmes qui se replient en infectant d'autres programmes ou d'autres fichiers, tout simplement. On a des chevaux de Troie, qui sont des logiciels qui se cachent sous l'apparence de programmes légitimes, hein. Rien qu'à voir sur votre écran, vous pensez que c'est un programme légitime, hein, et ça se cache en arrière-plan des programmes souvent légitimes mais qui exécutent des actions malveillantes. Et on a des vers qui sont des programmes capables de se propager automatiquement d'un ordinateur à un autre sans intervention humaine. Alors, en ce qui concerne les malwares, il y a aussi les logiciels espions, qui sont des programmes qui collectent des informations sur l'utilisateur à son insu. On a les adwares qui sont des logiciels publicitaires souvent intrusifs qui peuvent ralentir le système ou ouvrir des portes à d'autres menaces. Alors, méthode de propagation, les malwares se propagent via des pièces jointes d'email ou des téléchargements sur des sites web non sécurisés parce que généralement, les gens font des téléchargements, ils ne font pas ces téléchargements-là sur les sites sécurisés ou tout simplement sur des dispositifs de stockage externes infectés tels que je sais pas, les disques durs et autres qui sont infectés. Alors, les utilisateurs doivent être prudents et éviter de télécharger les fichiers ou tout simplement d'ouvrir des emails provenant des sources non vérifiées. Alors, on a les ransomware, hein. Le ransomware est un type de malware qui chiffre les données d'un utilisateur et exige hein, le paiement d'une rançon pour les déchiffrer. Ça veut dire que c'est un logiciel malveillant. Hein. Une fois installé dans votre téléphone portable, ça va chiffrer en tout cas toutes vos données, les fichiers. Et en arrière-plan, le hacker demande en fait le paiement d'une rançon pour vous donner ce qu'on appelle la clé de déchiffrement afin de pouvoir déchiffrer ces informations-là. Ces attaques peuvent paralyser des systèmes entiers, entraînant des pertes de données et souvent des coûts élevés. Alors, le fonctionnement du ransomware. Le ransomware est généralement propagé par le biais des liens ou des pièces jointes malveillantes. Une fois activé, il chiffre les fichiers de l'utilisateur et affiche un message demandant le paiement d'une rançon, souvent en crypto-monnaie, pour vraiment déverrouiller les fichiers. Alors, en ce qui concerne le ransomware, alors la stratégie de défense, la meilleure protection contre le ransomware est la prévention. Cela inclut la sauvegarde régulière des données, la mise à jour des logiciels et la formation des utilisateurs pour qu'ils reconnaissent et évitent les liens suspects ou tout simplement les liens piégés. Alors, on va parler maintenant de l'impact des mauvaises pratiques de sécurité. Alors, les mauvaises pratiques de sécurité peuvent avoir des conséquences graves
pour les utilisateurs et pour les organisations, les entreprises et autres. Alors, il y a d'abord l'exposition aux violations de données. Les risques, c'est quoi? Des pratiques telles que l'utilisation de mots de passe faibles, la négligence des mises à jour ou tout simplement l'ouverture imprudente de fichiers peuvent exposer les systèmes à des violations de données. Alors, la conséquence, ces incidents peuvent entraîner la fuite d'informations sensibles telles que les identifiants de connexion, le nom d'utilisateur, le mot de passe ou tout simplement des données financières, ce qui peut causer des dommages financiers et nuire même à la réputation de l'utilisateur, de l'organisation ou de l'entreprise. On peut assister aussi à une perte de confiance des clients et des partenaires. Je prends l'exemple d'une entreprise qui se lève chaque fois ou tout simplement qui est chaque fois attaquée où les données sont divulguées. Vous allez perdre la confiance de vos clients et de vos partenaires. On dira tout simplement que ce n'est pas une entreprise sérieuse. Alors, l'impact, c'est quoi? C'est une violation de données. Et cette violation peut entraîner une perte de confiance de la part des clients et des partenaires. Une telle perte de confiance peut avoir des répercussions à long terme affectant les relations, la réputation de l'entreprise ou de l'organisation. Alors, on peut assister aussi à ce qu'on appelle les coûts financiers, les conséquences financières. Les incidents de sécurité peuvent entraîner des coûts financiers élevés liés à la récupération des données. Voilà. Parce que vous allez tenter, par exemple, de payer des ransomware pour payer des rançons, payer de l'argent, une rançon pour récupérer, par exemple, vos données. Donc, ça nécessite en fait des coûts très élevés. Je parlais tantôt le paiement de rançon, de la résolution des failles de sécurité. Alors, je vais donner quelques techniques pour repérer ou tout simplement reconnaître les emails de phishing. Alors, les emails de phishing sont des tentatives malveillantes visant à tromper les utilisateurs pour qu'ils divulguent des informations sensibles telles que les identifiants de connexion ou tout simplement des informations financières. Donc, on aura quelques signes. Alors, le premier signe, c'est quoi? On a un expéditeur, un suspect. C'est-à-dire que, il faut toujours vérifier l'adresse email de l'expéditeur. Les emails de phishing proviennent souvent d'adresses qui semblent légitimes. C'est-à-dire qu'à regarder à la première vue, vous ne verrez pas en fait une certaine différence. C'est-à-dire qu'on peut, je prends l'exemple, on va prendre l'exemple de, par exemple, Coris Bank, par exemple, arrobase, gmail.com. C'est un exemple. Et quelqu'un part, il crée, un cybercriminel crée Cori Bank, gmail.com. Vous voyez, il y a un S seulement qui manque. Voilà. Vous n'allez pas prêter attention à la première vue, mais cela peut comporter ou comporte souvent des anomalies. C'est-à-dire, rien qu'à regarder, vous verrez que soit il y a une lettre qui manque, soit un chiffre qui manque. En tout cas, le nom de domaine est légèrement modifié. Alors, le deuxième aspect, c'est les liens douteux. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre ordinateur, une fois que vous ouvrez lorsque vous recevez plutôt un email, faites passer la souris sur les liens sans les cliquer. Ça vous permet de voir l'URL réel et si l'adresse ne correspond pas au texte affiché ou si elle semble suspecte, il s'agit probablement d'une tentative de phishing. Et l'autre aspect, c'est la tonalité urgente. C'est-à-dire que quand vous recevez ce type d'email-là, les emails de phishing-là, ces emails-là cherchent souvent à créer un sentiment d'urgence, comme s'il y avait le feu de la maison, voilà, comme un problème de compte ou une offre limitée. C'est-à-dire, soit vous avez un problème de compte rapidement, on vous demande de poser un acte tout de suite maintenant pour pouvoir résoudre le problème, ou tout simplement, il y a une offre limitée. Vraiment, si vous ne
posez pas d'acte tout de suite et maintenant, vous risquez de passer à côté de l'offre. Pour pousser en fait les utilisateurs à agir rapidement, vraiment sans vérifier. Exemple concret, voilà, donc c'est les emails de fausses banques. Vous recevez un email prétendant provenir par exemple de votre banque, vous demandant de vérifier vos informations de compte. C'est-à-dire que lorsque un hacker décide, par exemple, d'envoyer un email de phishing, par exemple, il va envoyer un email demandant aux clients de cette banque-là de confirmer certaines informations personnelles. Donc, l'URL dans l'email-là vous redirige vers un site qui ressemble à votre banque, mais qui n'est pas en réalité votre banque, mais qui est contrôlé par des cybercriminels. Donc, ils peuvent usurper l'identité même de la banque pour vous faire croire que c'est la banque qui vous écrit pour vérification d'informations. Alors, je pense que j'ai fait la première partie de mon intervention en ce qui concerne les cybermenaces. Et Madame Lucie Bado disait qu'on va marquer une pause, prendre quelques questions avant de parler des bonnes pratiques dans l'usage des technologies de l'information et de la communication en entreprise. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Aimé Ouedraogo. Le chat est ouvert. Je rappelle, pour ceux qui souhaitent intervenir directement, vous pouvez juste lever la main. On va vous donner la possibilité de poser la question concernant les premières interventions qui sont passées. Donc, je rappelle que vous Alors, êtes au webinaire de avant les questions, sensibilisation. Oui? alors, avant les questions, j'aimerais noter que plusieurs entreprises sont victimes de cyberattaques. Seulement, ils ne communiquent pas sur ces cas de cyberattaque, au risque en tout cas de perdre leurs clients. Et la BCLCC travaille à déjouer en tout cas certaines cyberattaques. En 2020, on a travaillé à déjouer une cyberattaque à hauteur de 500 millions pour une entreprise de la place dont je vais taire le nom pour dire que la cybersécurité, c'est pas l'affaire des entreprises, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que lorsque l'ordinateur, je sais pas, le compte d'un utilisateur en entreprise attaqué, il va sans dire que l'entreprise va prendre un coup. Donc, il est important que tout un chacun mette la main afin qu'on puisse garantir une sécurité de taille au niveau de nos entreprises. Ok, une question qui nous est parvenue, c'est en cas d'attaque, vers quelle structure faut-il se diriger? Alors, merci déjà pour cette question. En cas d'attaque, il faut d'abord porter plainte au niveau de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, qui est la structure spécialisée d'enquêter sur les infractions en matière informatique et celles facilitées par les technologies de l'information et de la communication. Je rappelle qu'il y a une convention de partenariat entre la BCLCC et l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information du Burkina Faso, qui joue un rôle majeur également dans la protection, en tout cas, des systèmes informatiques et des systèmes d'information dans les entreprises au Burkina Faso. Donc, on va faire un travail collégial à même de pouvoir résoudre le problème ou tout simplement résolver le cas de cyberattaque en cours ou tout simplement qui est déjà exécuté. Ok, vraiment merci, Monsieur Ouedraogo. Une deuxième question qui nous est parvenue par WhatsApp, c'est quel est le lien entre la BCLCC, l'ANSI et la CIL? Je pense que vous avez déjà évoqué le cas de l'ANSI. Quel est le lien Okay. avec la CIL? Alors, déjà, je rappelle que la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité est une direction centrale du ministère de la Sécurité, euh, dont la mission est de lutter contre les actes de cybercriminalité sur toute l'étendue du territoire national. L'ANC, l'Agence nationale de système d'information, la sécurité des systèmes d'information du Burkina Faso, travaille à protéger les systèmes d'information et les systèmes informatiques
des entreprises, des structures étatiques du Burkina Faso. Donc, il y a une convention de partenariat entre les deux structures. Alors, en ce qui concerne la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, c'est une institution indépendante en charge de la protection des données à caractère personnel. Vous voyez que par moment, on se retrouve sur le même champ, mais chacun a une mission spécifique. Eux, ils sont dans la protection des données à caractère personnel. Eux, ils sont dans la protection, en tout cas, des systèmes d'information, des systèmes informatiques en ce qui concerne l'ANSI. Mais je tiens à rappeler qu'il y a une convention de partenariat entre l'ANSI et la BCLCC. Il y a une autre convention de partenariat entre la CIL et la BCLCC. Moi, je pense que comme un seul homme, nous travaillons en tout cas à garantir un cyberespace résilient et sécurisé pour le bonheur de nos populations. Merci, Monsieur Ouedraogo. Merci à nos participants qui nous suivent. Une dernière question avant de vous permettre de décliner le volet des solutions préventives à mettre en place. En cas d'attaque de ransomware, qu'est-ce qu'il faut faire? L'entreprise doit-elle payer la rançon ou pas? Et pourquoi? Et comment est-ce qu'elle doit procéder? Alors, en cas d'attaque de ransomware, l'entreprise ne doit pas payer la rançon. Il faut déjà aller vers les structures chargées de ces questions-là pour voir comment on peut vous assister techniquement en vue de récupérer les données sensibles de l'entreprise. Alors, donc, je pense qu'avec ces structures-là, on va trouver des solutions idoines à même de pouvoir récupérer ces informations sensibles et sécuriser également vos plateformes pour vous. Donc, en payant en fait une rançon, en payant de l'argent, ça ne résout pas en fait le problème parce que le hacker, le cybercriminel, il va revenir encore, il va demander encore, demander jusqu'à ce que l'entreprise devienne insolvable par moment. Donc, ce qui a lieu de faire, c'est déjà prendre attache avec les structures habilitées à gérer ces questions-là afin qu'on puisse vous assister techniquement. Ah, désolé. Il y a encore des questions qui arrivent dans le chat, mais nous allons vous permettre de continuer le déroulé de votre présentation. Il y a certaines de ces questions qui trouveront réponse. Alors, merci beaucoup, Madame Lucie Bado. Alors, nous allons continuer. Là, maintenant, on va parler des bonnes pratiques dans l'usage des technologies de l'information et de la communication en entreprise. Alors, je vais commencer par un aspect qui est très important parce que, quel qu'en soit l'outil technologique qui est utilisé, alors on a besoin de ce qu'on appelle les identifiants. Et les identifiants prennent en compte le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, on va mettre l'accent sur le mot de passe. Comment créer un mot de passe fort? Alors, je dirais tout simplement que l'une des premières lignes de défense en matière de sécurité informatique est l'utilisation des mots de passe forts. Un mot de passe fort doit remplir plusieurs critères essentiels pour être efficace. Alors, le premier aspect, ça doit être complexe, c'est-à-dire que vous devez faire une combinaison de lettres majuscules, de lettres minuscules, de chiffres et des symboles, généralement appelés les caractères spéciaux. Alors, j'ai donné un exemple, vous pouvez suivre avec moi. Je prends par exemple G, majuscule, je prends un chiffre qui est 7, je prends un caractère spécial et j'utilise dièse, étoile. Vous voyez, ça, c'est juste pour, en tout cas, faire respecter cette disposition qui est de faire une combinaison de lettres majuscules, minuscules, de chiffres et de symboles. L'autre aspect, c'est la longueur. Les informaticiens recommandent qu'un mot de passe doit contenir au moins 12 caractères. Voilà. Donc, vous devez tenir compte de ça. Et autre aspect, c'est éviter d'utiliser des informations personnelles comme mot de passe. Alors, généralement,
les gens utilisent, par exemple, des données à caractère personnel comme mot de passe. C'est quoi une donnée à caractère personnel? Une donnée à caractère personnel est toute information permettant d'identifier directement ou indirectement une personne. Par exemple, on a la photo, on a votre nom, votre prénom, l'empreinte digitale, etc., etc. Ce sont des informations qui permettent de vous identifier directement. Je prends l'exemple d'un monsieur qui est né en 1990 et qui s'appelle, par exemple, Alidou. Il prend Alidou 1990 comme mot de passe. Vous voyez, ce sont des informations hein, personnelles qu'il utilise comme mot de passe. Rapidement, le cybercriminel peut deviner cela parce qu'il va faire quelques recherches sur lui. Il va d'abord se rendre compte qu'il s'appelle Alidou et qu'il est né en 1990. C'est des informations souvent hein, on a souvent ces informations-là sur nos plateformes et donc rapidement, il peut utiliser ces informations-là et pirater, prendre le contrôle. C'est ça le piratage, c'est prendre le contrôle de votre compte tout simplement. Alors, au-delà du mot de passe, il faut utiliser aussi ce qu'on appelle les gestionnaires de mots de passe parce qu'on a plusieurs comptes, hein, surtout en entreprise, on a plusieurs comptes. Et du coup, souvent, c'est difficile, en fait, de pouvoir retenir les mots de passe de chaque compte. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser les gestionnaires de mots de passe, qui sont des outils qui permettent de stocker vos mots de passe de manière sécurisée. Et on va dire qu'ils génèrent comme ça et sauvegardent des mots de passe complexes pour chacun de vos comptes, éliminant ainsi les besoins de les mémoriser. Je vais donner quelques exemples de gestionnaire de mots de passe. Vous faites également des recherches sur Google pour avoir des gestionnaires de mots de passe, les télécharger et les utiliser vraiment. Alors, et éviter également, l'autre aspect, c'est quoi? Éviter d'utiliser, par exemple, un seul mot de passe pour plusieurs comptes. Parce que si un seul compte est attaqué, ça dit qu'il est piraté, hein, le hacker, le cybercriminel va prendre le contrôle de tous les autres comptes parce que pratiquement c'est le même mot de passe que vous utilisez hein, pour ces comptes-là. Alors, l'autre aspect, c'est la mise à jour régulière. Alors, il est recommandé de changer régulièrement vos mots de passe, surtout si vous soupçonnez qu'ils ont pu être compromis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont créé leur mot de passe depuis 2010, qui utilisent le même mot de passe. Voilà. Par moment, décider, par exemple, chaque 6 mois, c'est pas, chaque 3 mois, chaque 6 mois, vous pouvez changer le mot de passe. Alors, moi, j'ai des techniques comme ça pour pouvoir formuler un mot de passe robuste hein, et répondant à ces critères-là. Alors, moi, je prends un exemple. Hein, je dis tout de suite, je suis le responsable de communication de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, hein, Gesrima Aimé Ouedraogo. J'ai formulé une phrase et maintenant je décide de prendre les premières lettres de chaque mot pour constituer mon mot de passe. Par exemple, je là, je prends J majuscule, insu là, je prends S, hein, euh, responsable, je prends R, communication, je prends C, brigade, là, je prends B, centrale, là, je prends C, et lutte, là, je prends L, contre, là, je prends C, cybercriminalité, je prends C, et à cela, j'ajoute maintenant un caractère spécial. J'ajoute arrobase et je mets, par exemple, 2020. Vous voyez que vous aurez en tout cas un mot de passe qui prend en compte tous les aspects, que ce soit les 12 caractères, hein, que ce soit les lettres majuscules, les lettres minuscules, les chiffres et les caractères spéciaux. De plus, il est crucial de ne jamais réutiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes, car la compromission d'un seul compte pourrait entraîner la compromission de tous les autres comptes hein, utilisant le même mot de passe. Voilà, c'est très important. Alors, il faut éviter également de partager le mot de passe. Ne jamais partager vos mots de passe avec d'autres personnes. Même avec des collègues, on ne doit jamais partager le même mot de passe. Voilà. Vous êtes des collègues, vous travaillez dans la même entreprise, mais chacun a un mot de passe. Même avec les membres de la famille, il faut vraiment éviter de partager les mots de passe. Utilisez des solutions alternatives pour partager l'accès si nécessaire.
voilà, comme les permissions temporaires ou les comptes invités. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en entreprise, sur votre ordinateur, vous pouvez créer deux comptes. Vous avez un compte personnel qui est votre compte et là, maintenant, vous logez vos dossiers. Et lorsque vous voulez donner votre ordinateur à une tierce personne, voilà, vous voulez donner en fait le compte invité. Lorsqu'il prend, c'est juste les logiciels de base qui sont installés. Il n'y a aucun fichier là-bas. Vous voyez, ça évite en fait que des gens volent des informations dans votre ordinateur et les utiliser à d'autres fins, souvent à des fins malveillantes. Alors, je prends l'exemple d'une dame qui travaillait dans une entreprise et qui devait aller en congé. Elle a pris son ordinateur, elle a remis à une de ses collègues et comme en fait le Gmail là était ouvert sur l'ordinateur et c'est resté actif en fait sur l'ordinateur. La collègue utilisait souvent, rentrait dans sa galerie parce que c'est synchronisé souvent avec la galerie. Donc, elle voyait souvent les photos de la bonne dame. Et elle a même utilisé certaines photos contre la dame juste après. Donc, travaillez seulement à vraiment faire la part des choses. Quand vous voulez remettre votre ordinateur, voilà, vous activez le compte invité, voilà, et puis vous le remettez. Là, il va utiliser le compte invité. Lorsque vous reprenez, vous revenez maintenant sur votre compte personnel. Alors, il y a ce qu'on appelle l'authentification à multifacteur ou à double facteur, qui est une couche supplémentaire de sécurité qui va combiner en fait quelque chose que l'utilisateur sait, qui est déjà le mot de passe, avec quelque chose que l'utilisateur possède. Voilà. Et que lorsque vous l'activez, ça dit que chaque fois que vous tentez de vous connecter, on va vous envoyer un code, soit par SMS. Vous pouvez utiliser également une application d'authentification. Voilà, vous pouvez recevoir également le code là via votre adresse mail ou tout simplement utiliser une clé physique. Voilà. Donc, il y a plusieurs. Voici pourquoi et comment l'authentification à deux facteurs est cruciale pour renforcer en tout cas la sécurité. Alors, donc, je disais tantôt que l'authentification à deux facteurs, c'est-à-dire on ajoute une sécurité supplémentaire, mais voilà, ça empêche les accès non autorisés en exigeant une vérification. Parce que chaque fois que quelqu'un va tenter de se connecter, c'est-à-dire ça va exiger une vérification. Et la vérification passe par soit l'envoi d'un message sur votre numéro de téléphone, soit un SMS, soit sur Gmail, soit tout simplement sur une application que vous utilisez dans ce sens-là. Et même si un mot de passe est compromis, le hacker, le cybercriminel ne pourra pas accéder au compte sans le second facteur d'authentification tout simplement. Alors, donc, l'autre aspect que j'aimerais évoquer, c'est le Wi-Fi. Aujourd'hui, tout le monde utilise le Wi-Fi, Wi-Fi public, Wi-Fi privé, mais il faut faire beaucoup attention à ce qui concerne l'usage des Wi-Fi publics. Voilà. Parce que les Wi-Fi publics, tels que les Wi-Fi souvent disponibles dans les cafés, les aéroports ou les hôtels, ne sont pas souvent sécurisés, sont vulnérables souvent aux attaques. Alors, donc, les données transmises sur ces Wi-Fi-là peuvent être interceptées par des cybercriminels. Il est fortement recommandé de limiter l'accès à des informations sensibles lorsque vous connectez sur ces Wi-Fi-là. Voilà, surtout sur les Wi-Fi publics, que moi j'appelle souvent des Wi-Fi critiques. Je ne dis pas que si dans votre entreprise il y a un Wi-Fi, de ne pas utiliser. Voilà, c'est-à-dire c'est dans un cadre professionnel que le Wi-Fi a été installé. Donc, l'informaticien là, ne va pas installer un programme malveillant pour collecter vos informations personnelles et les utiliser contre vous. Mais lorsque vous quittez votre entreprise et vous partez dans une autre entreprise, vous avez un Wi-Fi qui est public ou le Wi-Fi public que nous rencontrons souvent dans les cafés et les aéroports. Il faut faire beaucoup attention. Et si vous êtes amené à les utiliser, il ne faut pas faire transiter par le Wi-Fi, c'est-à-dire que les informations personnelles, les informations professionnelles et des informations bancaires. Quelqu'un pourra les intercepter et les utiliser contre vous. Alors, donc les Wi-Fi privés, là, contrairement aux Wi-Fi publics, souvent que ce soit les Wi-Fi domestiques ou en entreprise, peuvent être configurés pour offrir une meilleure sécurité. Ils doivent être protégés par des mots de passe forts et utiliser des protocoles de cryptage robustes. Voilà. De plus, il est essentiel de changer régulièrement le mot de passe ou tout simplement de désactiver. Alors,
parce que il y a des gens, par exemple, qui, lorsqu'ils payent, par exemple, le routeur, là, il y a un Wi-Fi qui est déjà là, hein, il y a un Wi-Fi, il y a un code, qui est un mot de passe qui est déjà là, c'est-à-dire, ils ne changent pas ce mot de passe-là. Pourtant, des gens peuvent aller faire des recherches, sachant que vous avez payé, par exemple, le routeur avec tel fournisseur, il peut avoir le mot de passe et utiliser ça. Le mieux, c'est vraiment, lorsque vous payez un routeur, c'est mieux de bien le paramétrer et changer automatiquement le mot de passe. Alors donc, pour ça, moi, je recommande plutôt qu'on configure, hein, et qu'on sécurise les réseaux, que ce soit en entreprise, que ce soit à la maison. Alors, parce que d'abord, il y a le changement du mot de passe par défaut, hein, parce que quand vous payez le routeur, généralement, il y a un mot de passe par défaut. Il faut le changer. Voilà. Et vous pouvez activer ce qu'on appelle le chiffrement, vous pouvez faire des mises à jour du routeur. Il faut faire également ce qu'on appelle la segmentation du réseau. C'est-à-dire, je prends une entreprise, hein, à trois niveaux. C'est-à-dire, vous avez une entreprise sur un immeuble à trois niveaux. Vous décidez en fait de segmenter le Wi-Fi. C'est-à-dire, le premier niveau là, vous avez un Wi-Fi avec R1, un nom comme ça, R1. Et deuxième niveau, R2, troisième niveau, R3. Voilà. Ça évite en fait que si quelqu'un s'attaque par exemple au Wi-Fi là, hein, qu'il ait en fait un contrôle total du Wi-Fi. En segmentant, par exemple, si la personne arrive à prendre le contrôle du premier Wi-Fi, le Wi-Fi qui est au niveau du R1 là, vous voyez, vous pouvez rapidement circonscrire en fait et échanger rapidement les mots de passe des autres Wi-Fi. Mais si vous avez un Wi-Fi, hein, unique comme ça, hein, c'est pas tellement bien. Il faut travailler à segmenter. C'est ce qui est beaucoup plus recommandé. L'autre aspect, c'est la mise à jour des correctifs de sécurité. L'importance des mises à jour, c'est quoi? C'est-à-dire les mises à jour, hein, et les correctifs de sécurité sont essentiels pour protéger les appareils contre les vulnérabilités exploitées par les cybercriminels. Il y a des gens qui ne mettent jamais, en fait, leurs équipements à jour. Voilà. Ils ne mettent jamais à jour. Voilà. Donc, que ce soit les systèmes d'exploitation, que ce soit les applications, hein, doivent être régulièrement mis à jour pour assurer la protection contre les menaces nouvelles et évolutives. Parce que là, on parlait tantôt, hein, les menaces sont évolutives. Hein, voilà. Et chaque fois, les cybercriminels échangent de stratégies, de stratagèmes, en tout cas pour pouvoir, hein, prendre le contrôle de vos équipements. Alors, les mises à jour et correctifs de sécurité, là, donc, il faut la mise à jour automatique, il faut les activer parce il y a des équipements qui demandent, par exemple, hein, d'activer, par exemple, les mises à jour automatiques. Voilà. Ça permet que lorsque vous avez la connexion, voilà, ça va activer automatiquement, ça va mettre en jour les applications, les logiciels. Voilà, ça permet en tout cas d'éviter certaines attaques, surtout. Mais il y a des gens, par exemple, qui, chaque fois, qui n'aiment même pas parce que, bon, je prends quelqu'un qui utilise son smartphone, il n'active pas parce que chaque fois qu'il met des mégas, automatiquement, quand les mises à jour commencent, ça va bouffer, comme on le dit, beaucoup de mégas. Voilà. Donc, il va peut-être arrêter les mises à jour et attendre de se connecter, hein, sur un Wi-Fi, hein, avant de lancer les mises à jour. Beaucoup le font, hein. Ils aiment mettre leur téléphone à jour grâce au Wi-Fi. Voilà, parce qu'ils disent que ça prend beaucoup de mégas. Alors, et les logiciels antivirus, s'il y a virus, c'est qu'il y a antivirus. Voilà, ou tout simplement anti-malware. Alors, le rôle de ces logiciels-là, antivirus ou anti-malware, ces logiciels sont conçus pour d'abord détecter, bloquer et éliminer les logiciels malveillants qui pourraient infecter vos appareils, hein, que ce soit l'ordinateur, la tablette ou votre smartphone. Ils offrent une première ligne de défense contre les menaces, contre les virus, contre les vers, les chevaux de Troie, les ransomware, etc., etc. Alors, donc, c'est très important de le faire. Alors, donc, l'autre aspect, c'est quoi? C'est le chiffrement des données mobiles.
Alors, le chiffrement est une mesure essentielle hein, pour protéger les données stockées sur les appareils mobiles. En cas de vol ou de perte, le chiffrement garantit que les données ne peuvent pas être facilement accessibles hein, par des personnes non autorisées. Voilà, c'est très important. Il y a ce qu'on appelle la sécurisation également des appareils mobiles parce qu'en entreprise, il faut prendre également hein, tous les aspects en compte. Alors, donc, utiliser un là, je parle de l'utilisation de verrouillage d'écran sécurisé. Il faut configurer les méthodes de verrouillage sécurisé. Voilà. On a des codes PIN, on a des mots de passeport, on a la biométrie, telle que les empreintes digitales, la reconnaissance faciale. Hein. Tout cela est crucial, en tout cas, pour empêcher l'accès hein, euh, non autorisé à votre appareil. Donc, il y a aussi hein, la gestion des permissions d'application. Vous savez que généralement, chez nous, quand les gens veulent installer des applications sur leur téléphone portable, sur leur smartphone, alors lorsqu'ils téléchargent, hein, ils font suivant, suivant, suivant jusqu'à ce que l'application s'installe sur votre terminus. Alors, c'est pas bien, c'est pas bien en procédant de cette manière. Il faut lire d'abord les politiques de confidentialité des différentes applications. Alors, ça, c'est le premier aspect. Et voir aussi quels sont les accès que l'application demande. Voilà. Par exemple, je prends l'exemple d'une application Lamtosh. Lorsque vous téléchargez l'application, elle demande à gérer votre galerie, elle demande à gérer votre messagerie, elle demande à gérer vos appels. En quoi une Lamtosh a besoin de gérer tous ces aspects-là? Hein, vos appels, votre messagerie. Non, la lampe n'a pas besoin de ça. Malheureusement, les gens font suivant, suivant jusqu'à ce que l'application s'installe et puis on fait ouvrir maintenant. Voilà. Donc, lisez correctement, limitez les accès que ces applications demandent. Voilà. Si ce n'est pas nécessaire, il faut désactiver. Voilà. Je tiens à préciser qu'il y a des accès qui sont nécessaires pour l'usage de ces applications-là. Si c'est nécessaire, activez. Voilà. L'autre aspect, c'est désactiver aussi les connexions automatiques. Voilà. Il y a des gens aussi qui aiment ils ont mis en fait leur smartphone là en mode hein, attente de Wi-Fi. Dire à l'appareil, quand tu vois un Wi-Fi hein, qui est ouvert, hein, sans code là, il faut te connecter. Il faut désactiver. Il faut désactiver ces connexions automatiques, que ce soit les connexions automatiques au Wi-Fi, que ce soit appareil Bluetooth, hein, tout ça, si vous n'êtes pas en train de les utiliser, il faut les désactiver parce que ça peut être une faille de sécurité. Désactiver également hein, les fonctionnalités, se connecter manuellement. Hein, ça va réduire en fait les risques. Voilà. Donc, lorsque vous avez un Wi-Fi, vous êtes amené à utiliser un Wi-Fi, hein, vous activez manuellement. Lorsque vous finissez de travailler, vous désactivez. Malheureusement, les gens laissent ouvert et ça joue même sur la batterie, hein, si vous avez remarqué, si toutes ces fonctionnalités-là sont ouvertes, hein, ça joue beaucoup sur la batterie et autres. Ça chauffe généralement les appareils et autres. Voilà. Alors maintenant, je vais parler du rôle et des responsabilités des utilisateurs. C'est le dernier aspect, Madame Lucie Bado, parce que je vois que nous sommes un peu pris par le temps. Alors, donc, il faut comprendre son rôle dans la sécurité. Alors, je dirais tout simplement que chaque utilisateur joue un rôle crucial dans la sécurité de l'organisation et de l'entreprise. Il est important de savoir que la sécurité ne repose pas surtout sur les équipements informatiques. Non. Il faut pas faire, il faut comprendre que c'est pas ça, c'est pas seulement sur l'équipement informatique, mais sur chaque individu hein, qui travaille beaucoup avec ce système-là, tout simplement. Alors, l'impact des utilisateurs sur la sécurité globale. Alors, je dirais qu'un utilisateur négligent peut exposer l'ensemble de l'entreprise ou de l'organisation à des risques. Voilà, c'est pourquoi chaque utilisateur doit prendre ses responsabilités hein, au sérieux tout simplement. Alors, donc, exemple de responsabilité, alors, il faut respecter les politiques de sécurité en entreprise parce que chaque entreprise élabore les politiques de sécurité, adhérer aux politiques hein, de procédures établies par l'organisation. Voilà, c'est-à-dire que ce soit le directeur du système informatique qui va mettre
la politique de sécurité, travailler à les respecter surtout. Voilà. Parce que chaque entreprise a sa politique de sécurité. Si ce n'est pas fait, je conseille les uns et les autres d'aller dans ce sens-là. Alors, et tel que l'utilisation des mots de passeport, la gestion des accès, c'est très important. Il faut signaler également les incidents. Voilà. Signaler immédiatement tout comportement suspect ou incident de sécurité aux responsables concernés. Voilà. S'il y a un souci, voilà, aviser rapidement hein, le directeur chargé de ces questions-là afin qu'il puisse circonscrire hein, et apporter une solution idoine. Hein. Ne laissez pas, ça va impacter sur toute l'entreprise et maintenant vous êtes là à dire non, moi j'avais constaté ça à un mois. Non. Dès que c'est constaté, il faut s'y aller automatiquement. Il faut la formation continue, hein, participer régulièrement aux formations et vraiment mettre à jour, hein, se mettre à jour sur la sécurité pour rester informé hein, des dernières menaces et pratiques parce que c'est beaucoup très important. Alors, il y a ce qu'on appelle la culture de la sécurité au travail et à la maison. D'abord, il faut intégrer la sécurité dans les habitudes quotidiennes. C'est très important. La sécurité doit faire partie intégrante de hein, la vie quotidienne, tant au travail qu'à la maison. Voilà, c'est très important. Cela inclut des actes simples comme verrouiller son ordinateur lorsqu'on veut s'éloigner de son poste de travail ou éviter de cliquer sur des liens inconnus dans les emails. Je prends un exemple d'une dame qui travaille en entreprise. Un jour, elle s'est levée, hein, elle était au niveau de la caisse, elle n'a pas verrouillé, par exemple, son ordinateur. Voilà. Et quelqu'un d'autre est rentré et a fait une transaction et a supprimé le message. Voilà. C'est le soir, je crois, hein, au moment de faire le point, qu'elle s'est rendue compte qu'il y a une transaction. Et c'était fait à partir de son poste. Vous voyez, c'est elle qui va payer cet argent-là parce que c'est sur son ordinateur, c'est elle qui a envoyé. Vous voyez, donc il faut chaque fois se verrouiller. Surtout, les banquiers, hein, ils sont très regardants sur ces aspects-là. Chaque fois qu'ils veulent se lever, voilà, doivent faire un travail donné. Ils vont verrouiller l'ordinateur avant de se lever pour empêcher que quelqu'un d'autre ne s'installe et pose des actes malveillants qui puissent nuire à l'entreprise. Alors, la culture, la sécurité au travail et à la maison, je dirais, il faut créer une culture de la sécurité. Les organisations, les entreprises doivent encourager une culture où la sécurité est une priorité pour tous. Alors, en cas d'incident, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier réflexe hein, en cas d'incident, hein, en cas de soupçon déjà d'incident de sécurité, exemple, ouverture d'un fichier suspect, détection d'un malware, il est crucial de réagir rapidement. Il faut isoler la menace, voilà, si possible. Alors, si c'est un appareil, il faut déconnecter l'appareil du réseau. Voilà. C'est-à-dire, si l'appareil est connecté à votre Wi-Fi, il faut d'abord le déconnecter rapidement pour empêcher hein, la propagation en fait, de la menace. Parce que si votre ordinateur prend un coup et que l'ordinateur est connecté à votre Wi-Fi, il va sans dire que l'ordinateur, le Wi-Fi aussi peut avoir une certaine propagation hein, de la menace. Il faut alerter les responsables, informer immédiatement l'équipe ou tout simplement le service de sécurité concerné. Alors, pour terminer, ne pas tenter de résoudre seul. Voilà. Il ne faut pas se jouer au connaisseur. Allez faire des petites recherches sur Google, croyant que vous connaissez. Non, c'est déjà bien, mais il faut déjà isoler la menace, il faut alerter les responsables. Parce qu'il y a des gens qui se jouent les connaisseurs. Après, bon, c'est pour dire que j'avais eu ça, j'ai tenté de poser tel acte, hein, qui peut même permettre à ce que la menace puisse se répandre hein, dans l'entreprise. Éviter de prendre des mesures correctives hein, sans l'aide de professionnels hein, pour ne pas aggraver la situation. Alors, je disais tantôt vraiment que la BCLCC hein, est une structure spécialisée. Nous travaillons beaucoup sur ces questions-là. Nous accompagnons les entreprises, les organisations, hein, nous les sensibilisons, nous formons également les agents afin qu'ils puissent hein, mettre hein, au devant de toute chose en entreprise la sécurité. Je conclue en disant ceci. Avant de conclure, alors, au niveau de la lutte contre la cybercriminalité, il y a des avancées significatives.
Notamment, on a une stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité qui a été adoptée en 2024. On a mis également une plateforme de signalement appelée Alerte BCLCC pour permettre aux usagers, aux entreprises de signaler rapidement les incidents, signaler les actes de cybercriminalité en quelques clics. Et là, l'alerte BCLC est accessible sur le web et également la version mobile. Vous pouvez vous connecter et avec l'alerte BCLCC, vous avez la possibilité de garder l'anonymat tout en signalant un acte de cybercriminalité. Et les services de alerte BCLCC sont purement et simplement gratuits. Vous pouvez bénéficier d'assistance en ligne également, discuter avec notre chatbot, discuter avec un agent directement de la BCLCC et à l'aide BCLCC est disponible sur toute l'étendue du territoire national. Je conclus en disant ceci, le bien ou le mal qui peut découler de l'utilisation d'une technologie dépend de celui qui s'en sert. Madame Lucie Bado, je suis à la fin de ma présentation. Je vous remercie. Je vous remercie également au nom de toute l'équipe de Sancfis Faso et aussi au nom de tous les participants. Nous avons relevé pas mal de questions. Nous allons tenter d'y répondre avec votre assistance. Monsieur Soumaoro et Monsieur Emrangai ont posé la question de savoir pourquoi il n'est pas obligatoire de déclarer les attaques. Pourquoi ce n'est pas obligatoire? Oui. Bon, moi, j'allais dire que c'est obligatoire même de déclarer, hein. Alors, je crois qu'on faisait cas des entreprises, surtout des banques qui ne veulent pas déclarer au risque, en tout cas, de perdre les clients. Je pense que c'était dans ce sens-là qu'on a intervenu. Sinon, je pense honnêtement que ça serait bien que ça soit une obligation de déclarer ces incidents-là afin qu'on puisse solutionner. Sinon, si on laisse, ça va prendre des proportions très inquiétantes. C'est pourquoi je parlais tantôt des plateformes disponibles au niveau de la BCLCC sur lesquelles vous pouvez déclarer en tout cas ces incidents-là. Voilà. On n'a pas dit de faire un communiqué pour dire qu'on a subi des cyberattaques. Voilà, c'est prendre attache avec des structures comme la BCLCC, comme l'ANSI, qui vont vous aider en tout cas à récupérer, si c'est déjà fait, à récupérer vos données ou tout simplement de les sécuriser, c'est-à-dire, autrement dit, apporter une assistance technique. D'accord. Monsieur Dabo, j'espère que votre réponse a permis à Monsieur Soumaoro et Monsieur Anissé Emrangai d'avoir les éléments en question. Monsieur Dabo demande, en cas d'attaque personnelle, c'est-à-dire non liée à un environnement d'entreprise, vers qui aller? Alors, en cas d'attaque personnelle, si votre compte est piraté, que ce soit compte Facebook, compte WhatsApp, compte TikTok, LinkedIn, tous les comptes d'ailleurs de réseaux sociaux, prenez attache immédiatement avec la BCLCC afin qu'on puisse circonscrire, hein, récupérer en tout cas le compte pour vous, sécuriser avant vraiment de vous libérer. C'est très important. Il ne suffit pas seulement de récupérer le compte. Après récupération, il faut sécuriser le compte pour que l'intéressé ne soit plus victime de piratage de compte. C'est très important. Et lorsque vous êtes hors de Ouagadougou, parce que la BCLCC, pour le moment, n'a pas d'antenne régionale, le mieux, c'est d'appeler directement sur le fixe ou tout simplement aller sur Alerte BCLCC, signaler l'incident, ou communiquer directement avec un agent de la BCLCC afin qu'on puisse vous assister en ligne. Parce qu'on fait ce qu'on appelle l'assistance en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, on vous assiste en ligne à partir de chez vous. Voilà, c'est très important. Donc, ne cherchez pas à vouloir résoudre ça seul parce que il y a des niveaux de piratage. Alors, le premier niveau, vous avez toujours accès à votre compte seulement. La personne fait des publications. Souvent, vous constatez qu'il y a des publications qui sont faites et que ça n'émane pas de vous. Voilà. Ça, c'est le premier niveau. Rapidement, on peut aider en tout cas à récupérer le compte. Il y a des niveaux où le cybercriminel là même, là, il change vos identifiants, c'est-à-dire le nom d'utilisateur va changer. Si le compte était Madame Lucie Bado, il va mettre Aimé Ouedraogo là-bas.
hein, et puis il va changer le mot de passe. Donc, ça veut dire qu'il va changer vos identifiants. Et en ce moment, vous ne pouvez rien faire. Le mieux, c'est de prendre attache avec nous. Si vous avez toujours accès, ce que vous devez faire rapidement, c'est changer votre mot de passe. Voilà. Et si, après ça, le problème n'est pas résolu, il faut prendre attache avec la BCLCC. C'est très important. Ok, une question qui va toujours dans le même sens. Quel est le délai de prise en charge en cas de déclaration d'un incident? Il n'y a pas de délai de prise en charge hein, en cas d'incident. Tout dépend en fait de la nature de l'incident, tout dépend en fait des proportions que ça prend. Il y a des incidents qu'on peut circonscrire en 1 heure, en 30 minutes, 2 jours, 3 jours, un mois, 2 mois. Souvent même, il y a des niveaux où c'est difficile hein, en cas de piratage. Nous, on demande par exemple à ces géants hein, du numérique là de procéder à la suppression de tel compte ou tel autocompte. Je prends l'exemple d'un piratage hein, où souvent c'est très compliqué. Si on n'arrive pas à récupérer le compte là, on peut demander la suppression, par exemple, du compte en question. Et là, nous travaillons beaucoup. Il y a le correspondant de Meta, hein, Afrique de l'Ouest, qui est là, qui est en contact direct avec la BCLCC et qui nous appuie en tout cas en ce qui concerne ce type hein, de demandes qui sont formulées souvent hein, et qui sont adressées à Meta. Et je poursuis avec les questions qui vous sont adressées. Nous laissons souvent des traces sur les réseaux sociaux. Quelles sont les données que nous pouvons nous permettre de laisser stocker sur les ordinateurs de bureau? Les traces, oui, là, il y a deux types de traces. Il y a ce qu'on appelle les traces volontaires et ce qu'on appelle les traces involontaires. La personne demande quelles sont les informations qu'on peut laisser sur un ordinateur, par exemple. Ben, pour moi, hein, pourquoi même laisser des informations sur un ordinateur? Ben, je n'ai pas bien compris la question. Alors, moi, je pense que sur un ordinateur, peut-être, hein, vous pouvez avoir des fichiers sur l'ordinateur, mais là aussi, en fait, vous pouvez coder même les fichiers. Voilà, il y a des gens qui décident, par exemple, de coder les fichiers. Vous avez peut-être des fichiers sur l'ordinateur que vous voyez, mais vous ne pouvez pas ouvrir parce que ça va nécessiter un code. Voilà. Et donc, ce qu'il faut faire. Voilà. Je sais pas si je n'ai pas bien compris la question, Madame Lucie Bado. Voilà. Sinon, moi-même, je conseille vraiment de ne pas. La question précisait sur l'ordinateur du bureau, Sur c'est-à-dire de l'ordinateur l'entreprise. Quels de sont les types l'entreprise. de données qu'on peut se permettre de laisser sur un ordinateur d'entreprise? Bon, je veux partir sur un cas précis. Moi, je laisse pas de données personnelles sur l'ordinateur de service. Voilà. J'ai mon ordinateur à moi et j'ai l'ordinateur de service. Voilà. Je fais la part des choses. Voilà. Tout ce qui est pour le service là, je mets ça dans l'ordinateur de service. Donc, je réponds à la question en disant que si vous pouvez éviter de ne pas laisser des informations personnelles, vos fichiers perso sur l'ordinateur de bureau, ça serait bien. Voilà. Et un ordinateur personnel, dans lequel vous stockez tout ce qui est données sensibles et vous avez un ordinateur de bureau où vous avez tout simplement des données professionnelles. Le jour où vous êtes affecté ou vous êtes licencié, vous prenez vos clics, vos claques et vous rentrez chez vous. Voilà. Parce que si vous laissez après, j'ai mes données, il faut d'abord que je récupère mes données avant de remettre Faut l'ordinateur. trier. Souvent, ce n'est pas simple. Hein. Voilà. Je sais que sans fils, Madame Lucie Bado peut nous donner aussi des témoignages en lien avec cette question. Alors, elle est venue chez moi au bureau, elle a vu déjà 2 ordinateurs. Elle me posait la question, pourquoi j'ai 2 ordinateurs? Et j'ai dit à Madame, Effectivement. voilà, j'ai un ordinateur de bureau, voilà, un portable aussi pour le service. Et là, je n'ai pas un document personnel là-bas. Voilà. Et souvent, j'ai même mes données sur une clé USB. Lorsque je veux travailler sur un projet à moi, j'insère ma clé et je travaille directement sur la clé. Voilà. Parce que l'ordinateur du bureau,
l'ordinateur de l'entreprise, c'est pour l'entreprise. Voilà. Moi, je conseille vraiment de ne même pas stocker sur l'ordinateur de l'entreprise des données personnelles. Ok, d'accord. Nous avons reçu des questions qui se ressemblent de Monsieur Dabo et de Monsieur Jim Doubé Damba par rapport à des exemples de segmentation de réseau qu'ils souhaiteraient faire sur leur environnement, mais aussi le chiffrement. Je précise que la présente session est une session de sensibilisation ouverte à tous, donc on a évité d'aller sur des termes trop techniques. Les équipes de Sankfi spécialisées sur tout ce qui est audit et diagnostic de sécurité avec les experts bien formés pourra vous accompagner pour vous permettre d'identifier en fait les différentes solutions appliquées à votre environnement. Donc, si vous le permettez, vous pouvez laisser votre contact pour que nous puissions prendre attache avec vous et échanger de ces aspects. D'autres Alors, questions? Madame Oui, Lucie Bado, alors, c'est bien de préciser que c'est une sensibilisation. Vous avez vu que j'ai évité vraiment d'utiliser des termes techniques. Voilà, même si j'ai donné beaucoup d'exemples dans ma présentation, mais j'ai évité les termes techniques parce que on n'a pas forcément, on n'a pas forcément les mêmes niveaux en ce qui concerne le numérique. Donc, je vais demander à la personne de prendre la tâche avec son fils, voilà, qui pourrait faire des audits, voir comment on peut les accompagner dans ce sens-là, en ce qui concerne le chiffrement, en ce qui concerne les segmentations de Wi-Fi et autres. Voilà, j'ai juste donné en fait les directives à suivre, mais après, il faut prendre la tâche avec les spécialistes comme son fils, qui est spécialisé dans ce domaine-là. C'est ça, madame? c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, on est déjà sur un temps chrono d'1 h et 20 minutes. On a largement dépassé le Exactement. temps initialement alloué. Je tenais Madame, vraiment à vous c'est vrai que remercier, hein. j'ai vraiment dit l'essentiel, hein, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais j'ai vraiment dit de Effectivement, l'essentiel pour permettre aussi qu'on puisse échanger. effectivement. Donc, la cybercriminalité, en fait, est une menace bien réelle qui touche toutes les organisations. On en a évoqué qu'elles soient petites ou grandes. On a parlé de certains chiffres pour les volets en termes de ceux qui ont été signalés. Les taux sont faibles, mais les impacts financiers sont assez importants. Donc, c'est l'action de tous qui permettrait de contrecarrer cette situation. Sachez que Sankfis, avec son partenaire, la BCLCC, sont disponibles à vous accompagner pour pouvoir sécuriser vos environnements et donc sécuriser l'ensemble des données de nos entreprises. La cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Nous vous remercions vraiment d'avoir participé à ce webinaire. Nous aurons d'autres sessions pour ceux qui souhaitaient, puisque je vois en commentaire que ce soit un peu plus technique. La présente était orientée vraiment vers un public de toute tranche. Et comme vous l'avez dit, les notions basiques ont été abordées pour permettre à tout un chacun de comprendre l'enjeu. Nous vous remercions encore une fois. Nous remercions tous les participants et nous les prions de rester connectés à nous pour les prochaines sessions de webinaire. Merci à tous. Merci, Merci. merci beaucoup, Madame Lucie Bado. Merci, son fils, pour l'initiative. Et merci à tous les participants et nous sommes disponibles. Merci.